J'ai besoin de vos retours pour cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo qui reviendra régulièrement sur la chaîne, au moins autant que je le peux. Bienvenue dans Je teste enfin. J'en parlais régulièrement, plus ou moins, dans les anciennes vidéos sur le fait que, il y a plein de classiques du jeu de société auxquels je n'ai pas joué. C'est à ça que vont servir ces vidéos. Je vais vous emmener avec moi pour me voir tester des jeux et notamment ce que j'appelle les grands noms du jeu de société. J'en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour cette vidéo-là, on va tester Twilight Struggle, et pour ça, je vais aller à ma boutique Déclic Ludique à Bourgoin-Jallieu. Mais avant d'y aller, j'ai besoin de vous dire une chose. S'il vous plaît, commentez en masse cette vidéo. Tout simplement parce que j'ai besoin de vos retours pour cette vidéo, parce que c'est un concept que je n'ai pas encore posé sur la chaîne. Le but n'est pas de vous montrer les règles en entier, le but n'est pas de vous montrer une partie en entier, et finalement, j'aimerais savoir si ça vous plaît, si c'est assez divertissant, etc. Bref, c'est parti. Commençons la vidéo. C'est bon, on est à Déclic Ludique. Aujourd'hui, je suis avec Gian. Bonjour Gian. Salut Lizofy. On a déjà eu l'occasion de tourner ensemble, mais ce sera sûrement la prochaine fois que tu apparais sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai appelé à la rescousse quelqu'un. Pourquoi ? Parce que, et d'ailleurs, c'est la première vidéo de ce concept. Et bien tout simplement parce que le principe de ces vidéos, c'est que je découvre des jeux. Découvrir des jeux, ça veut dire aussi se les faire présenter. Alors, on peut les découvrir nous-mêmes en lisant les règles nous-mêmes, mais il y a des jeux comme celui-ci d'aujourd'hui, qui a été un petit peu plus complexe à me faire découvrir, on va dire, puisque, il s'agit de... Je te propose de lever la boîte. Twilight Struggle. Et oui, le fameux Twilight Struggle qui a une petite renommée, on va dire ça comme ça. C'est dans le milieu du wargame, dans le milieu du jeu à deux, c'est quand même l'une des grandes références qui, étrangement, pendant longtemps, n'a pas eu de version française. Il n'y avait pas déjà eu une première version française ? Non, il y a des fans qui avaient mis à disposition la traduction des cartes, donc il y avait beaucoup de joueurs qui imprimaient ça, et puis ciseaux, on découpait le papier, on mettait ça dans les protège-cartes, et on avait notre texte en français. Première édition française du jeu, elle doit dater de 2020 ou 2021. Ah oui, d'accord, donc finalement c'est celle-ci, quoi. Et au départ, c'est un jeu... Ah oui, d'accord, en plus il est écrit là, du coup. Un jeu de 2009. Non, ça c'est l'illustration, le jeu de mémoire 2004-2005. Petite révolution dans le wargame, c'est un peu le système box-to-box qui allait remplacer les hexagones. Et c'est... Alors je vais pas dire que c'est le premier, parce que je suis pas assez spécialiste en wargame pour le faire, mais ça a été un des tout premiers jeux dirigés par des cartes. Ça c'est justement un truc que j'avais vu par rapport à ce jeu, ce qui fait que je suis allé le voir, que je l'ai testé, parce que au départ je l'ai trouvé sur un Humble Bundle qui proposait plusieurs jeux, il y avait celui-ci en version numérique, ce genre de choses. Mais Twilight Struggle, c'est surtout, voilà, comme tu viens de le dire, le jeu le plus connu, en tout cas du milieu en France, parce qu'a priori dans d'autres pays c'est, voilà, le jeu le plus connu en termes de card driven, enfin c'est le terme que j'avais entendu à l'époque par rapport à ce jeu, puisque Simon du Passe-Temps en avait parlé dans une de ses vidéos en parlant du lexique ludique. Donc le card driven, il l'a présenté et finalement il a parlé de très peu de jeux parce que finalement il y a très peu de jeux qui sont arrivés chez nous. Kennedy versus Nixon, un truc comme ça, et surtout Twilight Struggle qui est le plus connu en France. On parle de ce jeu, mais pourquoi ? Parce que le concept de ce format de vidéo, c'est que je joue pas forcément aux jeux les plus classiques, mais aux grands noms du jeu de société auquel je n'ai pas joué. Je dis aux grands noms parce que dans cette série vidéo, vous serez susceptible de me voir jouer par exemple à Ark Nova, à Dune Imperium, qui sont finalement des jeux relativement récents. Est-ce qu'on peut aujourd'hui les appeler classiques ? Je sais pas tout à fait, ils ont une grosse aura, donc peut-être, mais il est peut-être un peu tôt de les citer comme classiques. Il y aura peut-être d'autres jeux qui vont leur marcher dessus, comme Terraforming Mars s'est fait presque marcher dessus par Ark Nova, mais dans l'idée c'est de jouer au grand nom du jeu de société. Entre autres avec toi je vais découvrir Twilight Struggle, je vais sûrement découvrir peut-être Les Aventuriers du Rail. Avec plaisir. Et peut-être d'autres encore, et surtout un épisode que je vais essayer de vous teaser un petit peu, c'est l'épisode Cluedo. Je n'ai jamais joué au Cluedo. Donc aujourd'hui, on va jouer à Twilight Struggle. Donc mes premières impressions par rapport à ce jeu, parce que ces vidéos seront toujours autour de ça, c'est, je vais dire, un peu ce que j'attends du jeu, les idées préconçues surtout sur le jeu. Parce que Twilight Struggle, donc c'est un jeu que j'ai connu grâce
à Simon du Passe-Temps, que j'ai pu obtenir grâce au Humble Bundle, et du coup, bah, je me lance dans la partie, enfin je me sens pas tout à fait dans la partie, il y a une phase tuto, un truc comme ça, et je me suis un peu senti, et pourtant je déteste quand on me sort ça quand je présente un jeu, je me suis un peu senti comme dans un épisode de Kaamelott avec Perceval qui m'explique des règles. C'est-à-dire que je suis arrivé à un moment où le jeu me disait, vous avez une carte, et avec cette carte, vous avez 36 possibilités. Alors, c'est pas exactement ça, je crois que si j'ai bien compris, il y a 4 possibilités avec une carte. Ouais, il y en a pas beaucoup finalement. Hein. Mais la manière dont l'expliquait le tuto était hyper abstraite, et du coup, là maintenant, j'ai plus du tout aucun souvenir du jeu, mais au moment du truc, je me suis vraiment senti très très con en face du jeu. Le but aujourd'hui, c'est d'outrepasser ça, d'essayer de voir que le jeu est finalement pas si complexe, je l'espère. Je ne pense pas. Non, tu verras, c'est très touffu, mais finalement, il y a peut-être un tour où on va un peu hésiter, et ensuite c'est très très fluide. Ce qui va se passer, c'est que on va installer le jeu ici. Il va me faire une petite présentation. Vous aurez pas toute la règle de jeu, parce que le but n'est pas de faire une vidéo règle. Après, vous me verrez jouer, et après, eh bien mes impressions. Et, un petit débriefing. J'espère que ce sera bien. Mais comme tous les jeux finalement que je vais tester dans cette vidéo, enfin dans ce format, j'espère que les jeux me plairont. J'ai peur de Ark Nova. Donc, qu'est-ce que tu me proposais ? Je te proposais de choisir soit le camp soviétique, soit le camp américain. Je proposais peut-être d'aller côté soviétique, et du coup tu me répondais que... Je sais que c'est un excellent choix quand on découvrait le jeu, car sur le début de guerre froide, les cartes russes sont un petit peu plus balèzes que les cartes américaines, et ce qui fait que quand il y a deux joueurs, un qui connaît, encore moi j'ai pas joué depuis très longtemps, mais quand il y a un joueur qui connaît le jeu, l'autre qui connaît pas le jeu, c'est bien que celui qui ne connaît pas le jeu joue les soviétiques, il a moins de chances de boire la tasse très vite. Au niveau des cases, d'accord, donc tu as des liaisons entre les pays. Si en cours de partie tu veux poser de l'influence, il faut que ce soit lié à un pays où tu as déjà de l'influence, ou que ce soit lié au territoire de ta superpuissance. D'accord. Ce petit chiffre qui est là, il est hyper important, c'est la stabilité politique du pays. C'est sa valeur de résistance. Si tu veux faire un coup d'état, si tu veux prendre le contrôle du pays, etc., c'est cette valeur-là qui compte. Pourquoi là je suis là ? Parce que la résistance du Royaume-Uni c'est 5. J'ai 5, donc j'ai le minimum demandé. Et en même temps, j'en ai 5 de plus que toi. Si jamais toi t'arrives à mettre une influence au Royaume-Uni, je retourne mon pion, c'est-à-dire que je n'ai plus le contrôle du pays. Il m'est extrêmement favorable, mais je n'ai plus le contrôle. Donc là, tu vois, par exemple, on a de l'influence, mais on contrôle pas encore le pays. T'as des pays qui sont en fond noir, ce sont les pays sensibles. C'est-à-dire que si tu tentes un coup d'état dans ces pays, le degré d'alerte nucléaire va baisser. La première façon de perdre le jeu, c'est d'être responsable de la guerre nucléaire. On est d'accord que tu ne feras pas cette action si ça fait ça. Évidemment. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des moments où t'es contraint, finalement ? Non. D'accord, ok. C'est un des moyens d'ailleurs d'un peu pénaliser l'autre. Par exemple, si on a Defcon 4, on peut plus agir en Europe. À 3, on peut plus agir en Europe et en Asie. Donc les terrains de jeu éternels sont l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Mais les autres pays, là, qui sont un peu sensibles, voilà. Donc ça, c'est une des opérations de jeu, mais voilà. On va avoir des cartes qui vont me permettre de compter des points de victoire en cours de partie. Et pour pouvoir compter ces points en cours de partie, l'un des éléments hyper importants, c'est de contrôler les pays sensibles. Pourquoi ça c'est important ? Parce que de temps en temps, tu vas avoir ces cartes-là, et en début de guerre, tu l'as que sur l'Asie et l'Europe. Donc je te le dis, en début de guerre, t'as l'Asie et l'Europe qui sont très stratégiques, et t'as le Moyen-Orient, pardon. Sur la première, quand on est en début de guerre, il n'y aura pas de décompte en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Comment ça se passe quand on fait un décompte de points ? Pour chaque camp, on va regarder, est-ce que je suis présent sur le continent ? Pour être présent sur le continent, il faut que je contrôle au moins un pays dans cette région. Encore mieux, est-ce que je domine ? Pour dominer, faut contrôler au moins 2 pays, dont un pays sensible. Et surtout, à la fois plus de pays et plus de pays sensibles que son adversaire. Par contre, tu vois, présence 3 points, domination 5 points. Et pour contrôler une région, il faut que j'ai plus de pays que mon adversaire et que je contrôle tous les pays sensibles. Ah oui, quand même, d'accord. Donc okay. C'est très rare, ça arrive jamais. Alors là, c'est un peu particulier. En Europe, si ça arrive, quand il y a une phase de décompte et que quelqu'un contrôle entièrement l'Europe, il gagne automatiquement. Si on arrive à la fin du 10e tour, il y a une phase de décompte finale où on décompte toutes les zones. Point de victoire, comment ça se passe ? Si moi je gagne des points de victoire, ça va de ce côté. Si c'est toi qui en gagne, ça va de l'autre. Okay. Si en cours de partie, un joueur arrive à 20 points de victoire,
il gagne. Et après, c'est l'explication des cartes. Tu vas avoir des cartes sous fond gris ou avec l'étoile partagée. Ce sont des cartes qui sont jouables par les deux camps. On a un deck, du coup... Qui est commun, qui est commun, et tu vas avoir la subtilité. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, dans ta main, tu vas peut-être te retrouver avec des cartes américaines, et moi, dans ma main, je vais peut-être me trouver avec des cartes soviétiques. Et ça fait partie vraiment du sel du jeu. Soit elles peuvent être jouées par les deux camps, soit c'est des cartes qui sont alignées pour le soviétique, soit c'est des cartes qui sont alignées pour le joueur américain. Les cartes des comptes, c'est un peu particulier. Dès que je joue une carte des comptes, instantanément, on va vérifier ces histoires de contrôle et de domination, et instantanément, on va marquer des points de victoire. Cas particulier. Et tu l'assignes en fait à un... Ah non, là ça dit dans le Moyen-Orient. D'accord. À chaque fois, c'est ciblé. Ensuite, tu as des cartes mixtes. Là, tu vas avoir deux choix. Soit tu joues une carte pour sa valeur en points d'opération. Dans ce cas, ça veut dire que je vais avoir un point d'opération et tu ne joues pas l'événement. Soit tu ne la joues pas pour les points d'opération, mais tu la joues pour l'événement. Dans ce cas-là, tu appliques l'événement. Scientifique nazi capturé. Avancez votre marqueur d'une case dans la course à l'espace. Ce symbole orange, c'est-à-dire que c'est une carte, dès que tu as joué l'événement, cette carte est écartée du jeu. Sachant que là, si j'applique pour les points d'opération, l'événement n'est pas joué, donc la carte n'est pas sortie du jeu. Ah, d'accord. Elle est défaussée, elle pourra revenir. Elle est sortie du jeu uniquement si tu fais l'événement. On applique l'événement. Ok. Si c'est une carte de mon camp, moi je suis l'américain, la carte bleue, même règle. Je la joue soit pour les points d'opération, soit pour l'événement. Mais si je décide de jouer une carte qui normalement est affiliée à mon adversaire, vu que moi je suis le joueur américain et que je la joue, je vais avoir 2 points d'opération. Mais je vais être obligé en même temps d'appliquer l'événement qui va être favorable à toi. D'accord, là ça va activer forcément les deux. Exactement, j'active forcément les deux, sauf que là j'active contre moi. Et je choisis, ça c'est assez important, si d'abord je m'occupe des points d'opération, ou si d'abord j'applique l'événement. Voilà, quand t'as une main pleine de cartes rouges, quand t'es le joueur américain, ou pleine de cartes bleues quand t'es le joueur soviétique, tu fais... Ça va mal se passer. Ça a l'air très fourbe. Le seul moyen que j'ai de ne pas appliquer l'événement adverse, ça c'est la dernière possibilité pour jouer une carte, on peut la jouer pour la course à l'espace. Si je joue une carte pour la course à l'espace, je n'applique pas l'événement, que ce soit un événement pour moi ou pour mon adversaire. Jouer une carte pour la course à l'espace, ça permet un peu de neutraliser un événement. Si je veux envoyer un satellite en orbite terrestre, il faut que je dépense une carte qui vaut au moins 2 points d'opération. Une seule. Tu peux pas en défausser 2 pour un... Et t'as le droit de faire qu'une fois par tour. Ah oui, d'accord, ok. Et là, 1 à 3, ça veut dire qu'avec mon dé, je dois faire un résultat de 1 à 3, une chance sur 2. D'accord. Ah, c'est pour ça que c'est écrit 1, 2, 3, 4. Exactement. Ok. Ils auraient pu mettre 1-3, mais... Voilà, oui, non. Une fois que j'ai fait ça, ma carte est jouée, je sais que jusqu'à la fin du tour, je pourrais pas en jouer une deuxième. Je parle vite fait de la course à l'espace parce que c'est assez simple et assez sympa. Si je suis le premier joueur à y arriver, je vais marquer un nombre de points de victoire qui est égal au premier chiffre. Si derrière le russe, il parvient aussi à envoyer un satellite, il va marquer les points de victoire qui sont là. Si j'arrive là, j'ai un pouvoir spécifique, sachant que ce pouvoir il est là, si moi je te rejoins, ce pouvoir disparaît pour tous les deux. C'est vraiment de la menace quoi. Oui, tout à fait. C'est du tiraillement dans tout le jeu quoi. Exactement. Il y a le dé, c'est du wargame, le dé est très important. Ouais, mais ça... En fait, ce que j'explique souvent par rapport à un dé, moi le dé ne me dérange pas si c'est pas un aspect systématique du jeu qui règle tout l'aléatoire du jeu. Dans beaucoup de jeux avec des dés que j'aime bien, je parle souvent de Gloranta, Cthulhu Wars, etc., mais aussi God Tier par exemple que j'aime beaucoup, le dé amène un côté un peu spectacle dans le jeu, à se dire je tente le coup, mais si ça marche pas, bah tant pis pour moi, mais si ça marche, c'est trop bien. Donc, là c'est un peu le cas, hein. Le dé est une tradition du wargame pour les aléas de la guerre. Voilà, je vais te montrer tout à l'heure comment on fait une tentative de coup d'état. C'est pas parce que toi, à la Maison Blanche, tu décides de faire un coup d'état au Nicaragua qui va réussir, tu connais pas la qualité de tes agents. Finalement, le général que t'as nommé, est-ce qu'il est si bon que ça ? Je vois des périodes, des numéros, c'est juste de l'information. Non, c'est juste de l'information. Au début, on a que les cartes début de guerre. Pendant les 3 premiers tours. Au tour 4, on rajoute les cartes milieu de guerre. Ah, on a des cartes de plus là. On rajoute les cartes fin de guerre. Ok. Du coup, on aura des cartes différentes selon le moment de la partie. Exactement. Ah ouais, d'accord. Alors, deuxième subtilité, c'est comment se servir de mes points d'opération. J'ai essayé de jouer mes 4 points d'opération. On peut faire 3 choses avec ça. Placer des points d'influence, tenter de réaligner un pays. Réaligner un pays, c'est-à-dire que c'est un peu de la propagande, t'infiltres les médias de façon à liquider l'influence de l'adversaire. Ou carrément, dépenser tous tes points pour faire un coup d'état. Imaginons que je vais faire que de l'influence et du réalignement. Donc là, j'ai mes 4 points d'action. Donc par exemple, j'ai mes 3 points. Je vais dire, bah allez, je vais mettre un point en France. Je vais passer à 2. Je vais mettre un point en Autriche parce que ça me semble... important. 3e point, je vais le mettre en RDA. Tu n'as plus l'écart de 3 points, donc tu perds le contrôle. Donc je me mets en 3 blancs, parce que je garde mon niveau d'influence, c'est juste c'est une différence d'écart plutôt que de... Exactement. Okay. Faut que tu aies et le nombre et la différence. Donc là, si je veux revenir, il faudrait que ce soit à 4. Ou faire ce que je vais faire,
C'est-à-dire que moi, je veux dire, avec mon 4e point, je vais faire une tentative de réalignement. Ça coûte 1 point par tentative d'opération. Un point d'opération, donc les chiffres qu'on trouve sur les cartes. Ok. Exactement. On va tous les deux lancer un D6 et on va avoir des bonus. Moi, j'ai fait 4 et 1, 5. Toi, t'as fait 1 et 2, 3. 5 moins 3, ça fait 2. Tu perds 2 points d'influence. Ah, j'en perds 2. Donc je passerai à 1. Je passerai à 1 ici, en fait. D'accord. Tout à fait. Ou je peux utiliser tous mes points pour faire un coup d'état. Et là, allez, je m'en fous. On est en 1947. Je tente le coup d'état en Allemagne de l'Est. J'utilise mes 4 points. La résistance du pays au coup d'état est égale à sa stabilité politique x2. Ok, 6 du coup. T'as une résistance de 6. Je viens d'utiliser 4 points. Le coup d'état, c'est une opération militaire. Donc déjà, je marque 4 points d'opération militaire. C'est un pays sensible. Hein. Donc, je diminue le niveau de DEFCON, d'alerte nucléaire. Et ensuite, c'est simple. Je vais lancer un D6 plus 4. Parce que c'est mes 4 points d'influence. Je vais faire 4 et 4, 8. La résistance du pays, c'est 6, hein, on est d'accord. Ouais. Donc 8 moins 6, 2. Donc je t'enlève 2 points d'influence. Imaginons un coup d'état, je fasse 6. 6 et 4, ça fait 10. 10 moins 6, ça fait 4. Donc j'enlève tes 3 et je rajoute un point. Pour à toi. Donc c'est des opérations qui sont très puissantes, mais qui sont à risque. Qui sont à risque parce que DEFCON, parce que etc. Et très difficile à réaliser sur les pays stables. Tu verras que quand on fera des coups d'état en Amérique centrale et en Afrique, des pays hyper instables, on va se faire plaisir. Hein. Tu vas vite le balayer. Et c'est tout. Question con, mais du coup, vu que t'as monté d'opérations militaires, qu'est-ce que ça influe finalement sur le jeu ? En fin de tour, il va y avoir un décompte de points de victoire. On va faire la différence entre les opérations militaires et le niveau de DEFCON. Imaginons que si mon niveau d'opération militaire est à 0 et que le DEFCON est à 5, 0 moins 5, je vais perdre 5 points de victoire. Ah, tu vas perdre 5 points de victoire. C'est la paix, et j'ai rien fait pour faire gagner mon temps. Voilà. D'accord, ok. Si on est là comme ça, moi je vais perdre 5 points de victoire. Moi j'en perds 2. Et toi tu vas en perdre 2. Donc au final, toi tu vas en gagner 3. Ok. Donc il faut de temps en temps monter un peu... Il faut essayer de faire un coup d'état par tour. Et, ah oui, c'est con, mais un tour ça représente quoi ? Qu'est-ce qu'on va jouer finalement ? On va jouer 7 cartes par tour. S'il y a une carte décompte, je suis obligé de la jouer à un moment. Je peux pas l'utiliser pour une course à l'espace. Ah, donc c'est pour ça, c'est velu en fait. Et après c'est 7, et après... ok. Enfin, c'est que 7. Alors c'est simple, on va avoir 8 cartes chacun. Le début du jeu, forcément, c'est qu'on va jouer tous les deux une carte face cachée. C'est la phase d'événement. Et on va appliquer l'événement de la carte. Ça peut être un décompte. Hein. Allez, moi je vais jouer cet événement. Moi je vais jouer celui-ci. Allez, donc on révèle, tu vois. Je vais le mettre là, comme ça. Ouais. Voilà, on révèle. Hop. Moi, c'est un événement qui vaut 4. Moi, c'est un événement qui vaut 2. Donc, on va faire le mien en premier. Pacte de défense mutuelle américano-japonais. D'accord. C'est l'événement permanent numéro 27. Ah, donc il y a des petits jetons qui représentent chaque truc. Okay. Donc, je vais le garder devant moi, vu que c'est un événement permanent. Okay. Je place autant d'influence que nécessaire pour que je prenne le contrôle du Japon. Donc, le Japon... Il faut 4, donc je rajoute 3, je me mets à 4, ce qui me permet de contrôler directement le Japon. Le joueur soviétique ne peut plus faire de coup d'état ni de tentative de réalignement contre le Japon. Ensuite, moi j'ai le Vietnam se révolte, j'ajoute 2 d'influence au Vietnam. Très bien. Et jusqu'à la fin du tour, le joueur soviétique peut ajouter 1 point d'opération à chaque carte que j'utilise pour des points d'opération, si je les utilise en Asie du Sud-Est. Super. Alors du coup, Asie du Sud-Est, c'est que la partie jaune, c'est pas la partie orange. D'accord. Ouais, alors... C'est-à-dire que c'est toute l'Asie, sauf les Corées, l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan. Voilà, ok. Et l'Australie. Donc là, je mets 2 points au Vietnam. Donc tu prends le contrôle. Je prends le contrôle, c'est pour ça que j'ai mis côté rouge. Exactement. Et du coup, on a joué notre première carte. Voilà, pareil, jusqu'à la fin du tour, tu peux la garder devant toi comme mémo. Mais en tout cas, je peux déjà commencer à me placer. On va dire, par là-bas en tout cas. Exactement, et là on va rentrer dans le jeu avec les cartes, c'est toujours le soviétique qui joue en premier. C'est vrai que le premier tour peut être compliqué quand tu n'as pas encore joué. Alors, moi je veux jeter celle-là, c'est l'OTAN. Très bien. Je veux jeter l'OTAN pour la course à l'espace. Eh ben écoute, tu t'en sers pour la course à l'espace, donc on va première carte jouer, et donc tu vas lancer un dé de 1 à 3, tu réussis. Ok, c'est parti. C'est bon, c'est ok. Voilà, donc bon... Un petit 6, ça va. Donc je monte sur la course à l'espace. Bah non, il fallait faire de 1 à 3, regarde. Ah, il faut faire de 1 à 3. Ah, donc ça ne marche pas, je comprends, je croyais que j'avais fait... Ah, ok. Non, c'est un jeu de tir pour un coup d'état. C'est un jeu inverse par rapport Ça dépend, pour les coups d'état, faire plus. Y a pas de... D'accord, donc là j'ai fait 6, mais en fait ça marche pas. Et là c'est à toi de jouer. Exactement, donc moi je vais jouer le plan Marshall. Ajouter une influence dans 7 pays d'Europe de l'Ouest. Donc j'en ai ajouté une au Canada, une en France, 2, 3, 4, je peux aller au Danemark, 5, je peux aller en Suède, 6, et un 7ème pour t'embêter en Finlande. J'ai une question. Là, les événements actifs, ils ont un nombre et des étoiles. Est-ce que ça a une influence? Non, pas du tout. C'est juste pour référer à la carte. Et là, t'as le résumé de l'événement. Tant qu'à faire, je vais demander des conseils. Bien sûr. Celle-ci, dans les 2 cas, m'intéresse
en termes autant d'événements que de points d'opération. Est-ce qu'il vaut mieux que je m'étale comme tu as fait, ou est-ce que là, en l'occurrence, ça me rapporterait quand même 3 points de victoire d'avance? Est-ce que ça peut être intéressant? Alors, je connais pas le reste de tes cartes. Imaginons que tu as une carte décompte en Europe ou en Asie. Je te conseille dans ce cas plutôt de faire des points d'opération pour tenter de t'étendre en Europe ou en Asie. Sinon, 3 points de victoire sur 20, c'est beaucoup, hein, c'est 18% du total nécessaire. Mais là, en plus, si tu le joues en Asie du Sud-Est, bah, c'est ce que je pensais faire. C'est 5 points d'opération. Ok. Donc je vais jouer cette carte, début interdiction des essais nucléaires, sauf que je fais pas l'événement, je fais les points d'opération, j'en ai 4, je passe à 5 grâce à ma carte que j'ai jouée. Exactement, le Vietnam se révolte. Un point ici. Alors faut que tu commences par la Thaïlande. Ah oui, il n'y a pas de ligne ici. Donc un point ici, un point en Malaisie, un point en Indonésie. J'avais pas vu, mais j'ai un 4 ici. Je peux en mettre qu'un seul, on est d'accord. Ouais, ou tu peux dire je commence par un réalignement. Ah, faut pas d'abord que je pose. Si, tu peux faire les deux, comme tu veux. Ah oui, bah si j'en ai un, ça me donne plus de chance. Exactement. Ok, donc là, et après, bah, j'en aurai un 5e à mettre ailleurs. Sauf si ton 5e point, c'est je tente un réalignement. Ah bah oui, sur les tout à fait. Donc je tente un réalignement sur les Philippines avec un dernier point d'opération. J'ai un par chaque pays adjacent que je contrôle. Donc 0. Donc là, Ah si, tu le contrôles. Si, je le contrôle. Fait, effectivement, je le contrôle ici, tout à fait. Donc t'as plus 1. Donc j'ai plus 1, toi tu as plus 1 plus aussi. 1 également. Ensuite, c'était plus simple si j'ai plus d'influence dans le pays ciblé que ton adversaire. Là, on est égalité. Donc il n'y a rien. Tout à fait. Et s'il y a superpuissance qu'il joue est adjacente au pays ciblé. Donc là, en l'occurrence, non, c'est pas le cas. Donc on a un chacun. Eh ben allez. C'est ça. Donc, on a plus un chacun, donc ça va jouer. 1 des 6. 4, 5, donc je loupe à 1. Ta tentative du réalignement échoue. Et donc mon dernier point est perdu, on est d'accord. Ouais, c'était ton 5e point. C'était mon 5e point. Et la carte est défaussée. La défausse qui est ici. Tu l'as joué pour les points. Et du coup, c'est à toi de jouer ta 2e carte. J'ai beaucoup de cartes rouges qui sont très puissantes pour mon adversaire. Ouais. Donc là, voilà, j'ai peur. Donc je vais quand même jouer cet événement pour ces points. Un peu d'ailleurs par pédagogie, plus que par intérêt, là je vais tenter un coup d'état. Je vais partir en foutre sur la gueule, c'est parti. Je vais d'Australie, je suis un peu énervé là par cette mainmise soviétique sur l'Asie, donc je vais tenter le coup d'état en Malaisie. Ok. D'accord, où il y a une influence adverse. Donc vous voyez, ma carte vaut 4, donc je vais gagner 4 en opération militaire. Donc je monte de 4 le bleu. Voilà, hein, ça je joue gros coup d'état, je mets des gros moyens. Hein. Et la résistance de la Malaisie, c'est 4. Le double de là. Donc on va lancer un des 6 plus 4. Donc 6 plus 4, 10 moins 4, 6. 6. Le premier point, il sert à virer. Ici, et tu peux te mettre... Et il me reste... Et je me mets un 5 dessus. Donc vous voyez, c'est un coup d'état, c'est une dictature importante. Enfin, une dictature, non, bien sûr, on est des Américains, c'est une démocratie. Hein. Là, ils sont vraiment, voilà, ils sont pro-américains. Ça boit du coca, ça des chewing-gum, des t-shirts, ça danse le rock'n'roll. Ton tour est fait. Donc on passe à ça. À ta 3e carte. Ok, donc là, si je joue... donc là, je veux jouer pour l'influence. Enfin, pour l'opération militaire. Enfin, l'opération... Donc tu vas avoir 2 points d'influence. Tu vas avoir 2 points, plus 1 si je joue ici. Et là, vu que c'est une carte bleue, tu vas être obligé de faire l'événement. Oui. Sauf qu'à toi de voir si tu choisis d'abord l'événement ou d'abord tes points d'opération. Et on est d'accord que l'événement, là, tu vas pas rien pouvoir en faire. C'est-à-dire Yougoslavie... ajouter de l'influence dans l'un de ces pays, Yougoslavie, Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Tchécoslovaquie, de façon à y égaler le jeu rouge. Vu que j'en ai pas, tu ne montes de rien. C'est très bien joué. Donc c'est un événement qui sert à rien pour toi et qui du coup m'avantage puisque je vais pouvoir faire autre chose, je vais pouvoir aller ailleurs. Et en l'occurrence, je vais peut-être continuer de m'étaler par là-bas. Eh bien, je vais remonter en Finlande de 1 point, je reprends le contrôle. Je rajoute un point en Thaïlande, ce qui fait que je peux contrôler. Et mon dernier point, je vais le placer en Philippines, ce qui me permet de le contrôler également. Pas tout à fait. Ah non, parce que... Pas encore. Parce que je n'ai pas un écart de 2. Exactement. Tout à fait, donc il fallait que je sois à 3. Mais en tout cas, voilà, ça rajoute un peu d'influence. Ok. Très bien. Et donc là, j'ai joué ma 3e carte, c'est à toi. Ok, je vois le genre et c'est très... Donc là, par exemple, celle-là, je l'ai bien placée, quoi. Ok. Donc je vais... Ouais, c'est une carte pour toi. Formation du pacte de Varsovie. Donc ça, c'est un événement permanent. Hein. Et majeur. Voilà, et majeur. Ah, il y a plus d'événements bleus que rouges. Oui. Parce qu'ils sont plus forts pour les rouges, c'est ça il me semble que les cartes soviétiques sont plus fortes mais plus éphémères. Donc on va retirer toutes les influences de 4 pays d'Europe de l'Est. Toutes les influences américaines. Donc finalement, moi, je vais perdre que mon influence en Finlande.
Ensuite, tu vas pouvoir ajouter 5 influences en Europe de l'Est, avec un maximum de 2 par pays. On va en placer 2 en Autriche, 2 en Yougoslavie, et puis on va rajouter la Hongrie de toute façon pour faire de l'armure, on va dire. Exactement. Et j'ai joué, c'est à toi de jouer ta 4ème carte du tour. Et tes points d'influence avec... Ah oui, il faut que je joue mes points maintenant. 3 points d'influence. Qui vont me servir à lancer un coup d'état en Thaïlande. Ah ouais, tu tentes le coup, quoi. Ouais, non, mais nous on est des Américains. Donc 3... On équipe des apprentis démocrates qui se révéleront être des dictateurs. Mais bon, voilà. Donc tu as 3 contre 4. Pays sensible. Ah oui, pays sensible du coup au niveau voilà. de Defcon. Donc ça veut dire... Ton opération militaire baisse? Non, elle monte de 3, donc elle arrive au maximum. Ah ok, d'accord. Donc il faudrait que je tente du coup d'état pour prochain tour. C'est pas mal. Ça serait bien, ok. 1 des 6 plus 3, je dois dépasser 4. 3 et 3, 6. 6 moins 4, 2. Donc 2, tu perds tes 2 influences. Mais tu n'arrives pas à passer dessus. Non. D'accord. Donc là, nouveau tour. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment ça fonctionnait pour certaines actions, etc., bien nous allons passer tout ça en accéléré. Mais là, vraiment, c'est une catastrophe, quoi. Wargames, le Defcon est à 2. Je te donne 6 points de victoire. Il y a une douille. Et fin de partie. Ah, sérieux? Non. C'est drôle comme carte. Non. Donc, on se retrouve avec une défaite. Mais bon, après... C'est normal, première partie. Ouais, c'est surtout que on sent que c'est un jeu où plus on joue, plus on va acquérir de l'expérience, etc. Surtout que c'était une victoire assez drôle. Il me serre la main avant de jouer la carte et il me dit... Et en fait, il m'a donné 6 points de victoire. Je fais, attends, mais il y a une douille là quelque part. Et effectivement, il y avait une douille quelque part. Eh bien, ça fait finir la partie voilà, comme ça. C'est la carte pour Games, ouais. Tout à fait. Alors, c'est parti pour le ressenti. Qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? C'est un jeu que je rejouerai avec plaisir. Parce que c'est typiquement un jeu où tu peux pas prendre pleinement plaisir dans la première partie. Il faut avouer, même si j'aime jamais le dire, et c'est vrai, hein, habituellement j'aime pas le dire, cette partie-là a été particulièrement poisseuse en jet de dés de mon côté. C'est vrai. Habituellement, c'est du 50% et on retient que les mauvais. Là, je pense qu'on était sur un bon 80% de mauvais. T'es mauvais en propagande. Ah là, je suis pas bon en propagande, ouais. J'ai beaucoup aimé, en fait, le fait que, justement, on me demandait, il y avait quelqu'un qui était venu là tout à l'heure et qui me demandait, est-ce que les jets de dés, ça t'embête pas d'avoir tout perdu? Et j'ai fait non, parce que il y a quand même une maîtrise malgré tout du truc, au placement, etc. Il y a pas mal d'endroits où j'ai mine de rien réussi à prendre le truc alors que tu m'as mis des bâtons dans les roues et que ça j'ai jamais réussi à l'utiliser, le dé. Voilà, il y a quand même un placement où même si on a du mal avec le dé, on peut quand même gagner des trucs. Exemple en Asie où je t'ai écrasé à un moment et ça m'a rapporté plein de points. Mené, ouais. Et ici où j'ai finalement réussi, voilà. C'est quand même long. Je dois avouer. Ah oui. Pour un jeu, en fait, c'est très bizarre parce que c'est un jeu où tout va très vite, mais il y a quand même beaucoup de tours. Là, par exemple, un tour de jeu, on le faisait en quoi ? Moins de 20 minutes. À la fin, ouais. Moins de 20 minutes facilement, 15 minutes peut-être. Et ça peut paraître long hein, pour certains, mais moi, au contraire, je trouve que c'était très très rapide. Ça reste, au final, un jeu où on passe bien 2 heures, 2 heures et demie pour la première, en tout cas, là, voilà, qui prend pas mal de temps. Est-ce que je l'achèterais ? Difficile à dire. Autant j'ai un ami avec qui on joue beaucoup à deux, autant est-ce que c'est celui-là qu'on sortira par rapport à d'autres ? Il est là c'est plus compliqué. C'est un jeu qui a quand même vieilli en un sens, mais je pensais qu'il y aurait plus de cartes neutres que ça. Ah oui, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de cartes neutres que de cartes des camps, et que du coup je me suis vraiment retrouvé 2 ou 3 tours à galérer avec énormément de cartes bleues qui du coup t'avantageaient beaucoup, etc. Et ça a vraiment quelque chose d'assez génial et assez frustrant ouais, quand même au bout d'un moment. Mais bon moment, très bon moment. Petite réaction à froid du coup par rapport au jeu. J'ai pu d'ailleurs y rejouer depuis le tournage. Twilight Struggle est un jeu que je rejouerai avec plaisir, comme je l'ai dit,
et surtout j'y ai rejoué avec plaisir. Ce que j'adore vraiment après cette partie que j'ai fait avec Jian, c'est que je me suis rendu compte que le jeu n'était vraiment pas compliqué à aborder. C'est un jeu qui est touffu, qui est dense, qui a beaucoup de durée de vie et du coup c'est ça qui peut être un petit peu rebutant pour un jeu de notre époque. Mais pour autant c'est un jeu où lorsque vous avez fait une seule partie, les parties suivantes sont beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides parce que vous comprenez tout de suite comment peuvent fonctionner les cartes, à quel moment il vaut mieux aller dans tel pays et pas à d'autres. C'est un jeu que je recommanderais grandement à tous les gens qui cherchent un jeu à deux un petit peu touffu, qui en ont un petit peu marre des jeux à deux peut-être un peu trop simples. Ils veulent un truc un peu plus expert. C'est vraiment vers ce genre de truc que je les emmènerai. Après, il ne faut pas oublier que effectivement, il y a du hasard, etc. Que si vous voulez un truc complètement contrôlable, effectivement, ça n'est pas le cas. Mais pour autant, il y a quand même une maîtrise et quelque chose de très agréable qui se passe dans ce jeu. Donc, j'en ressors avec un très très bon ressenti. J'en remercie beaucoup parce que sans toi, je ne l'aurais. un plaisir. Sans toi, je n'y aurais jamais pu y rejouer de toute façon. Après, on est sur un jeu très particulier, comme tu l'as dit. Hein, c'est pas du tout un jeu grand public. Est-ce que c'est un jeu que tu mets en avant dans ta boutique ? Non. Non, parce que justement, c'est un jeu un peu old school, tu l'as dit, c'est un jeu long. Alors, c'est vrai que ceux qui aiment le wargame, ceux qui aiment les jeux d'histoire, les vrais passionnés, ils adorent. Les gens qui passent beaucoup de temps, ils adorent, parce que comme tu l'as dit, un peu comme dans Star Wars Rebellion ou d'autres jeux de ce type, plus tu connais les cartes, Quartermaster, tu parlais de Quartermaster, oui. On est vraiment dans cette même famille de jeux où plus tu connais les cartes, plus t'es efficace. C'est pas le genre de jeu que tu vas souvent proposer à des gens, vraiment pas. Non, faut vraiment que le client me dise qu'il cherche un wargame, qu'il cherche un jeu de guerre. Et puis c'est le genre de jeu, tu sais, bonjour, j'aimerais Too Light Struggle. Mais justement, comme je disais, et c'est pourquoi cette série de vidéos existe, c'est que c'est un jeu à aura. C'est un jeu qui existe et qui existera parce qu'il est très connu. Et je pense notamment à un autre jeu qui est comme ça. Aujourd'hui, il serait inéditable, Twilight Imperium. Oui, complètement. Il est inéditable, ce jeu, enfin, en vrai, s'il n'avait pas l'aura qu'il a, il ne serait pas ressorti il y a quelques mois, je crois. Non, c'était l'année dernière. Oui, l'année dernière. Après, tu vois, c'est des jeux qui ont finalement une trajectoire parallèle. Hein. C'est-à-dire qu'on a mis très très longtemps à avoir les versions françaises. Ouais. Twilight Imperium, il a fallu attendre la 4e édition américaine, pour avoir une édition française. Il a fallu attendre que tout le monde en parle, que tout le monde dise il faut le faire, il faut l'avoir, et voilà. Et je te remercie beaucoup. Mais je t'en prie. J'espère te retrouver pour de prochaines vidéos du genre. On va sûrement avec tester d'autres jeux. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis très content d'avoir enfin fait le premier épisode. Si ce concept vous a plu et que vous aimeriez voir du coup d'autres jeux testés, parce qu'il y en aura, potentiellement le prochain sera Les Aventuriers du Rail. Mettez le pouce en l'air, ça fait plaisir, et c'est pas qu'un plaisir, c'est nécessaire pour que je continue aussi. Et abonnez-vous, évidemment, c'est très important. Est-ce que tu as un mot de la fin ? La même chose. Faites confiance aux vidéos de LizFi. Hein. Nous, de notre côté, on est assez fans, puis très content d'avoir quelqu'un de sa qualité dans notre petite ville. Donc, let's go. Et pour Les Aventuriers du Rail, c'est quand même un peu une honte que tu n'y aies jamais joué. C'est quand tu veux. Et c'est le but de ces vidéos. Il y a tellement de pans de l'histoire du jeu de société où je l'ai pas joué. Là, de but en blanc, je vais te les citer. Catan, Carcassonne, Les Aventuriers du Rail, Cluedo, Shoten Toten, que je n'ai pas joué. Tu vois, il y a plein de gros jeux, enfin pas de gros jeux, mais de grands noms, d'incontournables que je n'ai pas joué. Écoute, il est temps de faire ta culture ludique. Tout à fait. Et puis, moi, je vous dis, salut!